à cette loi liberticide, cette loi vicieuse, dangereuse qui a été votée il y a de cela une semaine à l'Assemblée nationale. La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme, pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps. Quel dessein inavoué se cache derrière cela? Je rappellerai simplement le discours de notre aîné, notre papa, notre guide et notre collègue à l'Assemblée nationale, M. Serigne Mansour Sy Djamil, qui de manière éloquente, pertinente, avait rappelé l'autre jour sur la tribune de l'Assemblée que le colon, et je veux qu'on retienne que le colon n'a pas disparu, il est encore là sous une autre forme, que le colon, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de contestation de sa domination, de son exploitation et de ses méthodes, a utilisé ce levier pour accuser les contestataires de terroristes. Depuis la colonisation jusqu'à présent, c'est ce que nous vivons. Tous les résistants, armés ou pacifiques, ont été traités de terroristes à un moment ou à un autre. Donc il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Ceci dit, je voudrais dire simplement aux Sénégalais que cette loi est la copie conforme du Terrorism Act de Tony Blair de 2006. Mais seulement, M. Blair n'avait pas osé aller aussi loin que Macky Sall. Car dans une démocratie normale, ce qu'est la Grande-Bretagne, les Britanniques n'auraient jamais accepté certaines choses. D'abord, dans le fond, nous retrouvons exactement la même configuration et les mêmes éléments. Mais la supercherie de Macky Sall, qui est un homme vicieux dans sa gouvernance, la supercherie, c'est d'en avoir profité parce qu'une loi sur le terrorisme en soi ne gêne personne. Elle est même l'émanation des conventions internationales que le Sénégal a signées. Elle est l'émanation des directives des Nations Unies. Mais là, le vice se trouve où? C'est que Macky Sall en a profité pour recenser un certain nombre de crimes, de délits de droit commun qui sont pour l'essentiel des délits politiques, exception faite du délit de presse. Tous les autres délits politiques liés au droit de manifester, liés aux dommages qui peuvent exister lors des manifestations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en a profité pour les extirper et les classer comme actes terroristes, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Vous ne retrouverez ça nulle part. Même en Grande-Bretagne, qui a été victime de attentats, vous ne retrouverez. C'est ça le vice de cette loi. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais dans la forme également. Parce que comment on peut avoir une loi aussi importante pour la vie de la nation, la préparer en catimini et la présenter à l'Assemblée nationale pour un vote d'urgence, en procédure d'urgence. En Grande-Bretagne, quand il a fallu le faire, et pourtant, la Grande-Bretagne venait de subir les attaques terroristes de Londres. Ça n'a pas été une raison pour faire passer cette loi en procédure d'urgence. Le 15 juillet, donc peu après les attentats de Londres, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Clark, avait écrit au porte-parole des conservateurs et des libéraux démocrates, respectivement, pour leur demander leur avis sur une proposition de loi antiterroriste dans le but de rechercher un consensus. C'est important, parce que quand vous saisissez les gens, avant même de déposer la loi à l'Assemblée nationale, ça permet au moins d'ouvrir un débat et de permettre au peuple de savoir ce qui se passe. C'est la procédure qui a été suivie. Et le 15 septembre,
c'est-à-dire 2 mois plus tard, M. Clark a publié des projets de clause du projet de loi dans une autre lettre adressée aux 2 responsables que j'ai cités tout à l'heure, écrivant qu'il aimerait leurs commentaires à leur sujet. Voilà comment fonctionne une démocratie transparente. Mais ici, on se cache en catimini, on prépare une loi qu'on présente à Moustapha Niasse, qui appelle les députés en procédure d'urgence. Vous avez 4 jours, 5 jours, la commission doit se réunir, la plénière doit être convoquée, et la majorité mécanique, robotique, va lever la main pour voter sans savoir même de quoi il retourne. C'est de cela qu'il a été question. Et cette loi, après tous ces avis-là, a été discutée pendant longtemps à l'Assemblée nationale et a fait l'objet de renvois en seconde lecture et même en troisième lecture auprès du gouvernement. Voyez combien c'est différent, combien on est éloigné des standards élémentaires en matière de démocratie. Ici, on se lève, je vais vous dire comment ça s'est passé. On s'est levé, on nous a dit il y a une loi. On s'est doté de la loi, on a regardé, c'était la catastrophe. Et on dit vendredi, il y a plénière. On n'avait même pas le temps d'aviser le peuple comme cela doit se faire. C'est grave. Une loi aussi importante, c'est comme ça qu'on doit la voter dans un truc. Si j'insiste sur ce modèle, c'est parce que je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que, obnubilé par un 3e mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe et j'en passe. Pas plus tard que hier, vous avez vu dans la presse qu'il se targuait d'un entretien entre Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair par vidéoconférence où Abdoulaye Diouf Sarr lui présentait les problèmes qu'on a dans la gestion du Covid et Blair aurait permis de les aider avec des applications développées par l'université d'Oxford, etc., etc. Voilà des hommes qui sont devenus très influents. Il y a de manière générale un balai des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Matteo Renzi était en même temps que Tony Blair au mois de mars au Sénégal. Et officiellement pour la lutte contre la Covid et la campagne de vaccination. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté, ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement, l'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal.
Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Yves Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités. Et ces gens-là qui soufflent à l'oreille de Macky Sall. Il y a M. Jean-Louis Bruguière, ex-juge antiterroriste français, qui est aujourd'hui haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. Il était à Dakar il y a à peine un mois, parce qu'il était à Dakar le 26 mai 2021. Ce monsieur s'est doté d'un cabinet de conseil en matière de lutte contre le terrorisme et a signé des contrats juteux un peu partout en Afrique. Il était au mois de septembre 2020 en Mauritanie pour renouveler son contrat. En réalité, c'est un spécialiste de la traque des opposants africains. Tout opposant africain est terroriste pour lui. Et il est grassement payé pour le faire. C'est ces gens-là qui soufflent aujourd'hui à l'oreille de nos gouvernants et qui sont à l'origine de toutes ces suggestions. Bien évidemment, Macky Sall en profite largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement, particulièrement de la France et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays, toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Foccart. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses, mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Et je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Covesaes SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Je dis que nous n'avons pas besoin de toutes ces reliques politiques. Des reliques politiques chez eux, nous n'en avons pas besoin ici. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens qui créent des industries. Mais nous n'avons pas besoin de reliques politiques, connues pour leur capacité à manigancer, même chez eux. Nous n'en avons pas besoin. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche et à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde.
l'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. J'en profite pour lancer un appel pour poser un certain nombre de questions d'ailleurs au président Macky Sall, puisqu'on nous parle de terrorisme à longueur de journée. Qu'est-il advenu des prisonniers de Guantanamo qu'il avait fait transférer au Sénégal pour une raison que personne ne connaît? Nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin à ces questions de terrorisme.
Pourquoi a-t-il fait transférer ces prisonniers et que sont devenus ces prisonniers? Que deviennent ces dizaines de criminels? Je parle de crimes de sang, qu'il fait libérer à l'occasion de chaque fête profitant des grâces présidentielles et qui seraient recyclés dans des entreprises pour préparer des attaques ou des expéditions contre les opposants à son régime. Et l'exemple de ces nervis ne rassure pas. Mais la question également qu'il faut se poser, c'est quels sont les objectifs visés par tout ça? Les objectifs visés, c'est de perpétuer un système unique, un système contre le peuple sénégalais, qui dure depuis 60 ans ou même plus, qui dure, j'allais dire, même depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. L'objectif, c'est d'imposer un troisième mandat par tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. L'objectif, c'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. L'objectif, c'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes ou appartenant à des organisations terroristes. Je veux dire par là que si, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité au Sénégal, des Sénégalais se constituent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que cela va à l'encontre de la tendance mondiale, des milliards sont injectés dans cela. Les conditionnalités maintenant pour prêter même à nos États, c'est de vérifier quel traitement ils font de ces dossiers-là et quelles mesures ils prennent pour la promotion de ces groupes. Donc tous ceux qui diront je ne suis pas contraire, qu'ils s'attendent demain qu'on les catégorise comme étant des terroristes. Tous les syndicalistes qui se lèveront pour réclamer leurs droits pourraient être taxés de terroristes. Voilà les objectifs qui sont visés. Je dirais également que l'objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles. J'ai dit tantôt que tout le gratin du milieu du pétrole et du gaz est actuellement à Dakar. De Total, de Cosmos, etc. Ils sont en conclave en train de se réunir sur la manière de se partager les ressources du pays sur le dos du peuple sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit dans mon livre, je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie, nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette loi vise particulièrement notre parti, PASTEF. Particulièrement. Pourquoi? Parce que les dispositions qui portent sur le financement sont orientées vers PASTEF. PASTEF est le seul parti qui, ouvertement, peut-être que d'autres le font, sans que ce soit aussi médiatisé, mais c'est parce qu'on est transparent qu'on médiatise. Si on avait quelque chose à cacher, nous n'aurions pas fait des levées de fonds ouvertes à tous les publics, ouvertes même aux médias. Nous n'aurions pas fait. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir classer des organisations politiques comme organisations politiques terroristes et interrompre tout processus de financement participatif par les Sénégalais, incriminer toute personne qui verserait 1 centime à ce parti. Nous disons que cela ne passera pas. Et j'en profite pour lancer d'ailleurs la seconde phase de notre Nemmekou Tour dans les tout prochains jours.
tous les Sénégalais, je dis tous les Sénégalais, nous ne prendrons jamais un centime d'un étranger, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a aucun lobby derrière nous. Il n'y a aucun intérêt occulte derrière nous. Mais tout Sénégalais, où qu'il se situe dans le monde, tout Sénégalais qui a quelque chose à donner, nous sommes ouverts à collecter parce que ce projet est un projet du Sénégal, pour le Sénégal, par les Sénégalais, il doit être financé par les Sénégalais. Eux, ils pillent les ressources de l'État pour aller faire leur campagne. Avec quoi Macky Sall est en train de faire ses tournées politiques actuellement? Avec les véhicules de l'État, le carburant de l'État, l'argent de l'État. Et nous, on ne compte que sur nos compatriotes qui croient à ce projet-là et on nous dit, vous ne le ferez pas dans ce pays-là. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais et nous les attendons. Parce que le poussin qu'il a placé au ministère de l'Intérieur et qui s'est permis de nous menacer la dernière fois, quand il s'est agi de faire des levées de fonds, menacé par chef de dissolution, nous l'attendons de pied ferme. Mais nous lançons un appel aux Sénégalais, menuisiers, mécaniciens, marailleurs, chauffeurs de taxi, tous ceux qui croient à ce que nous faisons, immigrés, celui qui a 500 francs, celui qui a 1 million, celui qui a 100 millions, nous sommes ouverts à collecter ces fonds-là pour les destiner exclusivement à mener ce projet qui nous est cher, qui est cher à ce pays, qui est cher à l'Afrique, à son terme. Et je dis que c'est comme ça que ça se passe dans tout le monde. Dans toutes les démocraties sérieuses, c'est les militants et les militantes, c'est les sympathisants et les sympathisants qui financent l'action politique. L'Américain qui vit à Paris est libre de cotiser pour le Parti démocrate, dès lors qu'il est américain et de nationalité américaine. Personne ne pourra nous empêcher de faire appel aux Sénégalais. Le dernier point, c'est comment ils comptent matérialiser maintenant cette loi. Cela est important, j'attire l'attention des Sénégalais. Depuis des mois, ils sont en train de préparer les Sénégalais à des actes terroristes. Je veux dire aux Sénégalais que tout acte terroriste qui serait commis sur le territoire national serait l'œuvre exclusive du moins de Macky Sall et son groupe. Et je vais dire pourquoi. Ils sont les seuls à avoir les moyens de le faire aujourd'hui. Mais les actes qu'ils posent montrent que c'est ce qu'ils préparent. Ils ont d'abord commencé à parler de terrorisme, ils se sont acharnés sur des imams. L'imam Alioune Ndao en a fait les frais. Torturé pendant des mois pour aboutir à rien. Le jeune Sayer Kébé, pour un petit post Facebook de rien du tout. Et tellement, il y a un tel acharnement du procureur sur ce jeune que d'après les nouvelles qu'on m'a données, il aurait même des problèmes psychologiques. Un jeune qui a repris ses cours tranquillement, qu'on poursuit en appel. On s'acharne parce qu'on veut coûte que coûte faire croire aux Sénégalais qu'il y a des terroristes derrière chaque quartier. Il y a les éléments de langage qu'ils utilisent dans les médias mainstream. Il y a les déclarations du ministre de l'Intérieur lors des événements du mois de mars. Il avait dit, d'ailleurs lui c'est l'homme de l'opération Pinet-Laprade. Nos amis journalistes, quand vous le rencontrerez, demandez-lui c'est quoi l'opération Pinet-Laprade. Même pour comploter contre les opposants, il faut des noms de code français. Vous avez entendu tous ces déclarations disant que les Sénégalais qui manifestaient, c'était des terroristes. Vous avez entendu les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qui semble avoir complètement perdu la boussole, la pauvre dame, sur France 24, qui chantonnait la même chose. Vous avez entendu les déclarations du ministre de la Justice. Lui, c'est la calamité. C'est une catastrophe ambiante. Et vous avez entendu ces déclarations. D'abord, dans une télé, allant jusqu'à accuser même les lutteurs qui sont des professionnels qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Mais vous l'avez entendu au Fouta, terroriser les populations du Fouta en leur disant qu'ils sont là, ils vont venir, ils vont vous égorger, ils vont éventrer les femmes enceintes. Après, on se dit, est-ce qu'on est dans le même Sénégal? Mais tout ça, c'est calé dans un agenda. C'est d'abord préparer les gens avec un discours avant de poser des actes et de pouvoir en tirer des conséquences. Vous avez vu des Sénégalais sur la tribune de l'Assemblée ou sur des plateaux de télévision dire qu'eux, ils ont connaissance de l'existence de terroristes. Ils savent même où ils sont.
dire qu'il y aura des attaques sur des lieux très précis. Dans quel pays du monde quelqu'un dirait ça, le procureur ne réagit pas? Dans quel pays du monde? Ousmane Sonko aurait dit cela, dans les secondes qui suivent, c'est un détachement du GIGN qui viendrait le cueillir. Mani militari, avec monote, cagoule, tout ce qu'il faut. Et ces gens-là sont en train de déambuler tranquillement. Donc, le jour où il y aura des attaques terroristes, je le dis aux autorités religieuses, je le dis à tous les Sénégalais, sachez que ça vient d'eux avec la complicité du procureur de la République, qui s'acharne sur Saher Kébé, qui s'est acharné sur Imam Alioune Ndao, mais qui laisse des gens déclarer avoir connaissance de terroristes, les avoir localisés, mais ils ne convoquent même pas ces gens-là. Parce que c'est dans leur complot, c'est dans leur plan. C'est des techniques qui sont utilisées pour choquer les populations, pour les choquer. Mais l'autre technique, c'est de créer la division entre les communautés. Et c'est pourquoi ils parlent de mausolée, de ceci, etc. Pour dire à telle communauté, faites attention à telle autre communauté, c'est eux qui veulent s'en prendre à vous. C'est des méthodes que nous connaissons très bien et qui leur sont enseignées par des services de renseignement étrangers. Et donc, subitement, le Sénégal est devenu un pays confronté au terrorisme. Nous rencontrons tous les jours des terroristes en marchant dans la rue. Chacun en a chez lui peut-être, au point de justifier une loi aussi liberticide prise par Macky Sall. Une certaine presse même se spécialise maintenant sur la question du terrorisme, de la défense, et tente de faire des rapprochements extrêmement hasardeux du moins. Et avec tout ça, malgré tout ce qu'on nous a dit, jusqu'à présent, on ne nous a pas identifié les terroristes, les groupes occultes. Je dis que c'est des mensonges. Il n'y a pas de menace terroriste parce que la gendarmerie et l'armée l'ont dit le 4 avril en disant que tous ceux qui le disent racontent leur vie. Et on ne peut pas avoir plus fiable comme information. Parce que c'est ces gens-là qui gèrent notre sécurité. Il faut qu'on arrête de mentir aux Sénégalais dans un dessein strictement politique, c'est-à-dire avoir un troisième mandat et pour les étrangers, continuer à avoir la même mise sur notre économie et nos ressources naturelles. C'est faux. Vous voyez, vous imaginez le Sénégal, des gens qui quitteraient le Mali ou la Mauritanie avec des pick-up qui traverseraient le fleuve Sénégal avec des armes lourdes du moins pour venir occuper une partie du territoire avec l'armée que nous avons, la gendarmerie que nous avons. Vous imaginez cela au Sénégal? C'est faux et archi-faux. Les seuls terroristes, c'est eux, et c'est parce qu'ils sont obnubilés par le pouvoir. C'est eux parce qu'il y a des intérêts occultes derrière, appartenant au même logement maçonnique, appartenant aux mêmes intérêts étrangers. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Sénégal, et il est temps qu'on le dise sans prendre des gants. Parce que tant qu'on sera là à tourner autour du pot, ils pourront continuer à désinformer. Donc, pour réussir cette entreprise, Macky Sall, il lui faut également une mainmise absolue sur les piliers de la justice. Et c'est pourquoi il refuse les réformes de la magistrature. Quand les gens sont allés le voir pour lui dire, même le Burkina qui venait copier sur nous, nous a complètement dépassé maintenant. Parce que là-bas, quand un poste est vacant, on fait appel à candidature. Il a dit non, vous pouvez le faire ailleurs, mais le poste de procureur, le poste de doyen des juges, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, entre autres, je n'accepterai jamais qu'il y ait appel à candidature. Parce que si je ne peux pas intervenir sur des dossiers pour dire qui on emprisonne et qui on n'emprisonne pas, ça sert à quoi d'être président de la République? C'est ce que le magistrat m'a expliqué, pas plus tard qu'avant-hier. Il nous faut une mainmise sur cela. Poste de doyen des juges, poste de procureur. D'ailleurs, la loi, la réforme du Code de procédure pénale renforce largement les attributions de ces deux-là, les pouvoirs de ces deux-là, en matière de confiscation, en matière d'écoute téléphonique. Vous pouvez tous être écoutés à tout moment, et en matière de perquisition. C'est pourquoi c'est ça le système, et il faut que les Sénégalais le sachent. Mais pour cela également, il lui faut avoir une mainmise, pas sur la police et la gendarmerie. Nous faisons confiance à nos hommes de tenue, mais sur le commandement. Et c'est pourquoi il a fait partir le général Tine, auquel nous rendons un vibrant hommage.
Et je tiens à dire que je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé, parce que demain ils vont dire qu'ils étaient de mèche. Comme maintenant, tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est Sonko qui est derrière. On lui rend hommage et on rend hommage à l'ancien patron de la police parce qu'ils ont été républicains, ont refusé la manipulation politicienne contre le peuple sénégalais. J'en profite pour féliciter le général Moussa Fall, lui souhaiter plein succès dans sa mission, parce que si ça se passe bien pour nous tous. Il est garant partiellement de notre sécurité. La vraie sécurité n'appartient qu'à Dieu, en réalité. Mais j'en profite également pour lui faire une mise en garde. Les forces de défense et de sécurité doivent rester en dehors de la compétition politique. Et s'il doit des galons à Macky Sall, il doit tout au peuple sénégalais. Qu'il a vu naître, qu'il a formé, qui lui a offert l'accès à l'école publique, qui lui a permis d'être ce qu'il est comme gendarme, qu'il a rémunéré, donc qu'il sache qu'il ne sert pas un homme et sa famille, qu'il ne sert pas un homme et son parti, il sert le peuple sénégalais. S'il s'est engagé à livrer des leaders politiques à Macky Sall, qu'il revienne en arrière parce que ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Mais mieux encore, je lui dirais que à chaque fois qu'un peuple s'est soulevé pour dire non à un dirigeant, ça veut dire que le dirigeant a tort. Et une bonne armée, une bonne gendarmerie, une bonne police, dans ces situations, doit s'aligner systématiquement derrière son peuple et non pas tirer sur le peuple. Aux forces de défense et de sécurité, je dis n'acceptez jamais qu'on vous fasse massacrer votre peuple. Personne n'en vaut la peine, et surtout pas Macky Sall. Restez en dehors des contingences politiques, continuez à être les professionnels que nous connaissons, continuez à assurer notre sécurité à tous, autant celle de Macky Sall que celle de Ousmane Sonko, que celle du laveur de véhicules qui est là, devant la porte. Ils sont tous des citoyens sénégalais. Mais restez à équidistance dans le jeu politique. Chers amis, le Sénégal ne doit pas être le nouveau terrain de jeu de l'Occident. Après l'échec de la lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Nous sommes à un tournant décisif pour notre continent. Et notre génération a une responsabilité immense. Il s'agit de grands enjeux mondiaux. Nous sommes actuellement dans la cour des grands. Et chacune d'entre nous doit s'élever au niveau de ces enjeux. Ne perdez plus de temps dans des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Tel a dit ceci à tel, tel a insulté tel, tel a... Ce n'est pas ça les enjeux. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas ça les enjeux aujourd'hui. Il nous faut être grands pour faire face à de grands enjeux. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous, mais cela suppose que chacun et chacune d'entre nous s'élève à la hauteur de ces enjeux. Les Européens ont compris depuis longtemps, ont fait leur choix, ont tracé leur voie et ont dirigé le monde. D'autres ont compris. L'Amérique, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale jusqu'à preuve du contraire, a été colonisée. Elle est indépendante depuis à peine 200 ans. Et cette Amérique-là a compris. La Chine a compris et a fini de rattraper son retard. Est devenue quasiment la première puissance économique du monde et en phase de rattraper son retard militaire. L'Inde. Dans tous les continents, les gens ont compris, sauf sur le continent africain. Cela ne peut pas continuer. Ce 21e siècle doit être africain, je l'ai dit et redit. Mais ça suppose que nous soyons à la hauteur des enjeux. Mais ça suppose aussi que nous ouvrions les yeux et que nous soyons prêts pour une longue et difficile bataille. Car nous avons affaire à des gens sans foi ni loi, omnibulés par le pouvoir et l'argent, et appartenant tous aux mêmes super loges. Je demande aux militants, aux militantes, aux sympathisants, aux sympathisantes et à tous les Sénégalais, ne vous laissez pas divertir par leur stratégie de diversion et concentrez-vous sur les vraies batailles. Nous n'avons rien à faire dans les visites de Macky Sall, laissez-le parader si ça le rassure. Concentrez-vous sur les vraies batailles et les vraies batailles, c'est premièrement, nous n'accepterons plus dans ce pays qu'on se serve de complot, qu'on se serve de loi inique, qu'on instrumentalise la justice, les forces de l'ordre pour éliminer des adversaires politiques.
Ça, c'est une grande bataille. La seconde bataille, c'est qu'il n'est absolument pas question que Macky Sall fasse un troisième mandat dans ce pays. Je veux que tous nous concentrions nos efforts, nos priorités à ces combats-là, parce qu'ils vont allumer des contre-feux tous les jours. Ils vont lever de faux lièvres tous les jours pour qu'on disperse nos forces à discuter du sexe des anges. Il faut aujourd'hui qu'on se recentre, qu'on se concentre, parce que l'heure est grave, mais la victoire n'a jamais été autant apportée et nous allons la remporter, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie.